Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous proposer aujourd'hui ce test d'Aquaman et le Royaume perdu. C'est un film que j'attendais beaucoup pour son côté technique. Et donc, comme d'habitude, je vais vous parler de l'image et du son, vous dire ce que j'en ai pensé et si, selon moi, ça vaut le coup de payer un petit peu plus cher pour cette version 4K. Mais avant de rentrer dans le dur, quelques informations techniques. Le film est disponible en HDR10 et en Dolby Vision. La VO est en Dolby Atmos et la VF en Dolby Atmos aussi. Donc, merci la Warner. À noter que la VO et la VF sont aussi disponibles en Dolby Digital 5.1. Donc, le film dure un peu plus de 2h04 et comme le premier, il a été réalisé par James Wan. Le directeur de la photographie Don Burgess, à qui on doit notamment Forrest Gump, Contact ou encore le premier Aquaman, a filmé celui-là intégralement en 8K à l'aide de caméras numériques que vous pouvez retrouver dans la description si ça vous intéresse. Et donc le film bénéficie d'un master intermédiaire 4K et ceux qui ont apprécié le format du premier Aquaman vont être doublement comblés ici puisque cette présentation Ultra HD est entièrement en IMAX. Quand je dis entièrement et doublement, je veux dire par là que le film est en IMAX de A à Z, pendant 2 heures donc, et en plus, c'est du plein écran, à savoir du format 1,78 par 1. Il n'y a donc aucune bande noire, même pas des minuscules. Comme je le disais en intro, j'attendais beaucoup ce deuxième Aquaman parce que le premier était vraiment une démo technique visuelle et sonore, et donc je pouvais pas m'empêcher de me demander si le réalisateur allait réitérer l'exploit une deuxième fois. Et je dois dire que visuellement, c'est le cas. La capture en 8K et le format grand angle offrent un spectacle assez époustouflant du début jusqu'à la fin. Le film est déjà très lumineux en soi, et en plus de ça, la plage dynamique étendue est très bien exploitée, ce qui offre une expérience vraiment remarquable en HDR. C'est dû notamment à l'utilisation de sources très lumineuses qui brillent de mille feux et qui mettent en valeur toute la bioluminescence des abysses, mais c'est aussi dû à l'éclat des explosions et à tous ces rayons lumineux filtrant à travers les grandes étendues d'eau. Les reflets et les pics de luminosité fournissent aux points les plus chauds une lueur rayonnante et resplendissante sans pour autant effacer leurs détails les plus fins. Et j'ai trouvé que les blancs étaient tout simplement exceptionnels. Perso, j'ai adoré les lampes torches électriques au début du film. J'ai trouvé que le petit rond blanc, ça avait un style particulier que ça rendait vraiment très bien. Je sais pas pourquoi, c'est dur à expliquer, mais ça avait presque l'air d'être en 3D, le film. Je pense que c'est ça qui m'a plu. À part ça, il n'y a évidemment aucun grain présent à l'image et la netteté du film est exceptionnelle du début jusqu'à la fin. On peut distinguer des détails saisissants sur les costumes, sur les bâtiments, sur les diverses armes, vraiment tous les détails, même les plus rikiki. Et même les séquences d'action rapides et celles en CGI arrivent à conserver une très bonne clarté avec des lignes bien définies sur les créatures fantastiques et sur les débris individuels qui traversent l'écran. La définition était déjà épatante en soi sur le Blu-ray, mais maintenant les gros plans de ces mêmes créatures et ceux des acteurs révèlent des petits pores et des traits du visage encore plus discrets. Les blancs étant extrêmement brillants et les noirs particulièrement profonds, il en résulte évidemment un contraste parfait, un bel équilibre de la luminosité et donc une visibilité exceptionnelle dans les ombres les plus sombres. Mais c'est aussi valable pour des informations importantes qui étaient très rapidement surexposées en 1080p et qui sont cette fois-ci préservées, comme par exemple les lumières vertes issues du trident noir. Et maintenant, vous l'aurez compris, on va parler des couleurs. Et donc le Wild Color Gamut de la HDR et du Dolby Vision permet au film de présenter sa gamme de couleurs de façon tout à fait éblouissante. Toutes les couleurs sont richement saturées, en particulier dans toutes les scènes sous-marines, comme par exemple l'Empire Atlante qui baigne dans un kaléidoscope de teintes néon et flamboyantes. Je dirais même que la saturation des couleurs frise souvent l'exagération, mais ça reste cohérent avec la conception visuelle du film. Toutes les couleurs sont représentées, croyez-moi, j'ai vérifié, et elles sont somptueuses.
Les primaires sont continuellement luxuriantes et les couleurs vives, parfois même fluorescentes, sont mises en valeur, notamment les verts liés à la magie du trident ou encore les rouges éclatants des faisceaux d'énergie de Black Manta. Difficile de vous parler du teint des visages puisque la lumière n'est presque jamais naturelle, mais en tout cas, le bébé a une bonne bouille. Aucun reproche à faire côté FX, les effets visuels sont tous impressionnants techniquement, que ce soit pendant les séquences d'action sous-marine ou bien lors des batailles au corps à corps, trident contre trident entre Arthur, Orm et Black Manta. J'ai décelé aucun problème dû à l'encodage, que ce soit de la compression, des artefacts ou autre. Donc l'image d'Aquaman et le Royaume perdu est à la hauteur de son prédécesseur, je pense qu'on peut le dire, mais qu'en est-il du son ? Comme je vous le disais en intro, la piste française est en Dolby Atmos, ce qui est assez rare pour mériter d'être souligné. Toutefois, je commencerai par dire qu'étrangement, j'ai trouvé cette piste moins audacieuse que celle du premier film. Elle est loin d'être mauvaise, attention, mais ça m'a quand même un petit peu surpris. Le problème, si on peut appeler ça comme ça, c'est que j'ai l'impression ici que la piste se retient durant les scènes les plus turbulentes, un peu dans la veine d'un titre de chez Disney, si je puis dire. On a l'impression que cette présentation frontale ne complète jamais vraiment les visuels et ne tire jamais vraiment parti du système audio, particulièrement en matière d'utilisation des objets sonores et des canaux en hauteur. Je trouve que cette réserve dans l'utilisation des canaux supplémentaires est donc un peu regrettable, surtout au vu des nombreuses scènes d'action sous-marines et des nombreux mouvements multidimensionnels des créatures atlantes qui s'y prêtent du coup à cette utilisation des canaux en hauteur. Lors d'une scène d'éboulement à la fin du film, par exemple, je pense que la sollicitation des Atmos aurait pu significativement améliorer l'expérience. Mais outre ces choix de conception, les surrounds seront utilisés de manière très efficace, aussi bien pour la partition musicale que pour les effets sonores ou ambiants. Le mixage fait preuve d'une utilisation plutôt judicieuse des effets hors champ, et les effets sonores se déplacent entre les surrounds et les surrounds d'arrière, créant ainsi un paysage sonore qui viendra vous envelopper sans aucun souci. Mais encore une fois, ces effets ambiants ne s'infiltrent que légèrement dans les canaux du plafond, et même quand ils le font, j'ai eu l'impression qu'ils perdaient carrément en décibels lors de leur ascension. Un truc qui était un petit peu perturbant, j'ai eu l'impression qu'ils étaient plus présents dans les atmos avant que dans les atmos du milieu et de l'arrière. C'est un peu comme si les effets sortaient de l'écran pour monter à l'avant, mais qu'ils avaient la flemme de se traîner jusqu'à l'arrière. Donc c'est curieux. Après, voilà, c'est vraiment pour être pointilleux. Du côté des basses, c'est un peu la même chose, bien que ça ne m'ait pas dérangé. Je m'explique. J'ai trouvé que les graves étaient étonnamment modérés, déjà compte tenu des visuels époustouflants du film, et aussi en comparaison avec Aquaman, premier du nom, roi des Andales et des premiers hommes. Ah non, c'est autre chose, ça, pardon, je m'égare. Allez, plus sérieusement, les basses sont plutôt fortes et punchy, donc c'est tout à fait agréable et satisfaisant, mais ça descend jamais sous les 40 Hz, je dirais. À part au début, à peut-être un quart d'heure, je crois, du film, où ça descend dans les 20 Hz, mais c'est pas très fort. On perd en décibels, donc c'est pas non plus ultra impressionnant. Le truc, c'est que, comme je disais, personnellement, ça me dérange pas, parce que contrairement au premier film, je trouve ça plus cohérent et plus équilibré. Un exemple qui illustre bien mon propos, je trouve, c'est celui du sous-marin. Dans le premier film et dans celui-ci, vous avez dans les deux une scène avec un sous-marin qui sort de l'eau. Dans le premier, pour ceux qui l'ont vu, quand le sous-marin sort de l'eau, ça se faisait dans un boom infrasonique ultra assourdissant. Alors que là, quand le sous-marin sort de l'eau, on entend juste un petit bruit d'écume. Ce qui est donc, selon moi, beaucoup plus crédible et réaliste, mais forcément moins punchy. Je conclurai donc en disant que j'aurais aimé peut-être un juste milieu au niveau des basses entre les deux films.
La musique, je l'ai pas trouvée folle, mais ça m'a pas sorti du film, donc c'est ok. Et par contre, les dialogues, j'ai trouvé que, étonnamment, là encore, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très bien rendus, surtout pour un film comme ça. Et j'ai eu l'impression que celui, celle ou ceux qui s'en sont chargés avaient vraiment à cœur qu'on entende les répliques des personnages. Du côté des bonus, ils sont pour une fois tous présents sur ce disque Ultra HD. Je ne vais pas tous vous les citer parce que ce sera un peu long, mais pour résumer, ce sont les bonus classiques qu'on retrouve habituellement, mais on salue quand même l'effort de les avoir mis sur le disque. Alors, d'après moi, ça vaut le coup de passer à la caisse, oui ou non? Si vous vouliez simplement tester votre nouveau caisson de basse pour voir ce qu'il a dans le ventre, certainement pas, non. En revanche, si vous voulez profiter d'une claque visuelle digne d'une démo technique, le tout sans trop embêter vos voisins, alors oui, ce disque est fait pour vous, foncez. 2 heures d'IMAX en Dolby Vision avec une bande son peut-être pas aussi bonne que la première, mais une très bonne bande 7.1, j'ai envie de dire. Ce disque est un incontournable et le restera sûrement pendant très longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut, ça aide toujours, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater les prochains tests, tutos et autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!